Bienvenue à Culture en Migration, un podcast de rencontres inspirantes à la découverte d'expressions culturelles d'ici et d'ailleurs. Un endroit d'échange et de curiosité, un espace-temps où les questions nous amènent à bien plus que des réponses. Nous sommes une écrivaine, Elisa De Angelis, et une journaliste, Julie Guépara, deux femmes passionnées de culture, intéressées par la diversité et par ses manifestations vivantes. C'est le moment d'aller dormir, tu m'accompagnes ? Chante-moi les mots de mon enfance. Rappelle-moi la beauté des rêves. Je rêve souvent de naître, de reconnaître ma vie comme un éclair dans un ciel serein, rêver d'exister plus, d'être à tes côtés un moment encore, d'avoir un seul souvenir, un seul, au moins. Que cette page soit moins blanche et que ma ligne droite commence à un endroit de mémoire, que ça puisse se mesurer du début à la fin grâce à ton témoignage. Parle avec moi. S'il te plaît, raconte-moi à nouveau comment ça s'est passé, quelle était mon expression, ce que t'as pensé, qui était autour de nous. Je t'en prie, j'ai soif d'histoire. Je te rencontre à mi-chemin entre un regard et un pli de l'âme face à une photo. Les couleurs typiquement années 80 et les sourires teintés de passé. Si seulement je pouvais me rappeler de ces quelques instants où j'étais à peine, où j'allais être à jamais, de ces moments de sang et de chair, de cris et de lumière, et de ce voyage. T'avais quel âge, toi ? Et toi, je te découvre, fille et femme, et je ne sais pas par où aller. Vers les racines ou vers les branches ? T'as eu peur ? Toi, si t'avais pu choisir, tu penses que moi, j'aurais été un bon choix ? Enfin, je veux dire, je te plais ? J'ai adopté un prénom et une histoire dont j'accouche à chaque jour en dessinant une ligne droite, la seule qui passe par ces deux points-là. Voilà d'où je viens, moi, d'une géométrie faite de légendes et d'ailleurs. C'est le moment de dormir. Tu m'accompagnes ? Je ne veux pas y aller seule. Je te chante une berceuse, c'est moi qui te la chante. Dors bien, ma maman, que tu sois proche ou lointaine, qu'on se connaisse ou pas, qu'on se reverra un jour peut-être, ou demain, ou jamais. Dors bien si tu m'as donné la vie, dors bien si tu m'as changé la vie, dors bien si chez toi c'est l'été, quand ici c'est l'hiver, dors bien si demain on regardera le même ciel. Repose-toi, parce que j'ai besoin de ta force, que tu sois dans une photo ou dans l'autre, que tu m'aies senti naître ou grandir, que je sois sortie de ton ventre ou de ta maison. Dors bien. Moi, je veux rêver de naître, de reconnaître ma vie comme un éclair dans un ciel serein, rêver d'exister plus, d'être à tes côtés un moment encore, d'avoir un seul souvenir, un seul au moins. Bonjour Kyung, on t'a aujourd'hui pour parler de ton spectacle Entre deux mères. Un spectacle où on parle du sujet de l'adoption, mais surtout du statut de mère et de cette notion de maman. D'où venait cette envie en fait ? Pourquoi avoir abordé ce sujet-là particulièrement ? On dit toujours que dans un répertoire, il y a toujours une ou deux grandes thématiques en fait, qui traversent le répertoire. Et force est de constater que depuis que je compte, la figure maternelle, la transmission maternelle est très très présente en fait. Donc voilà, est-ce que c'est un choix conscient ? Non, je pense pas. Quand j'ai fait les... En fait, j'ai commencé à raconter de manière professionnelle en 2014. Et très vite, il y a eu le passage du début à l'aéroport qui est arrivé. J'ai continué à raconter ce passage, enfin voilà, il est resté. Mais j'avais envie d'en faire un spectacle, je le savais, j'avais envie d'aller plus loin. Et donc, il s'agit quand même d'un récit de vie, donc il s'agit de mon histoire à moi, donc il faut quand même faut du recul, on ne vient pas là pour faire une thérapie. Et puis après, c'était pour dire quoi aussi, qu'est-ce que j'avais envie de dire. Donc tout ça a pris du temps, j'ai vécu plein de choses, je suis devenue maman. Et donc j'avais envie de travailler avec Sophie Claire-Failly, qui est conteuse, chevronnée on va dire. Et donc un jour on a été boire un verre et je lui parlais un peu de mon projet. Et au début j'étais partie sur la double identité culturelle. Mais il s'est avéré qu'en fait au fil des rencontres, au fur et à mesure de mon travail,
j'ai pas cette double identité culturelle. J'étais adoptée, donc moi, ma culture, en fait, elle est européenne. Par contre, même si mes origines sont bien là, sont bien présentes et que ça impacte toute ma vie. Mais donc voilà, donc j'ai commencé à écrire et j'ai fait une première lecture à des personnes de confiance, artistes ou non. Et en fait, elles m'ont renvoyé que c'était vraiment trop dense, quoi. Il y avait trop de matière, il y avait plein de thématiques. Et donc il fallait élaguer, il fallait faire des choix. Et Sophie m'a toujours dit, ça va être un spectacle sur la maternité. Et effectivement, voilà, en travaillant sur le fil conducteur, sur le schéma narratif, effectivement, c'est ça qui est apparu très clairement. Donc voilà. Et aussi, on a remarqué dans les interviews qui aident à supporter le spectacle et qu'on peut découvrir, pourquoi ce sont surtout des femmes aussi adoptées? Ou en tout cas, dans les interviews, on n'a pas de profil masculin. Est-ce que c'était un but ou est-ce que c'est le plus grand des hasards? Non, c'était un choix. Hein. C'était un choix d'interviewer que des femmes. Et parce que le spectacle parle de la maternité. Alors, après une des premières représentations, il y a un papa qui avait adopté et qui m'a dit: oui, mais où sont les pères dans tout ça? Et oui, c'est un parti pris de parler de la maternité. Mais donc la maternité tant du côté de la mère que de l'enfant. Oui, ce sont des mères soit qui ont été adoptées, soit qui ont adopté. Pour voir les deux points de vue. Parce qu'effectivement, le spectacle parle du fait que moi, j'ai 2 mères, mais aussi de ce que ça m'a fait moi en tant que maman, et de qui je suis en tant que mère. On voit cette diversité d'opinions, cette diversité de vécu, au final, de perception. Est-ce que ça n'a pas été parfois dérangeant, ou en tout cas perturbant dans le travail, de voir autant de diversité par rapport à ton propre vécu, et en fait, au leur? Justement, c'est ça qui est riche, en fait. Parce qu'effectivement, c'est du récit de vie, et je trouve que tout un enjeu de récit de vie, c'est de toucher à l'universalité. C'est-à-dire que ça puisse toucher chacun, chacune. D'ailleurs, ça touche aussi des hommes, même si je parle de femmes, de mères. Voilà, le but, c'est de renvoyer à soi. Et effectivement, même si moi, je partage mon vécu, mais ça renvoie à ce qu'elles ont dit: ah ben tiens, c'était pareil, tiens, c'était différent, tiens, moi j'ai vécu ça, et donc ça permet d'ouvrir plein de champs de discussion, en fait. Et je trouve ça riche. Et alors au niveau du montage, du choix, de la manière de compter tout ça, on parlait du fait que c'est parfois difficile de faire un tri et d'élaguer. Comment essayer de savoir quoi garder en fait dans tous ces témoignages et dans toute cette matière? C'est une bonne question. Je pense que ça dépend vraiment de... Je crois que c'est important de savoir ce qu'on veut dire. Aller monter sur scène, c'est pas quelque chose pour moi qui est anodin. Ça veut dire qu'on prend la parole dans l'espace public. Ça veut dire qu'on dit aux gens: écoutez-moi. Et donc je trouve que le minimum, c'est d'avoir quelque chose à dire. Et donc moi, mon fil conducteur, qu'est-ce que j'ai envie de dire, tout en laissant aux personnes la liberté de prendre, enfin au public, de prendre ce qu'il a envie, ce qu'il n'a pas envie. Et donc c'est ça qui m'a guidée, c'est le fait... Ici, j'ai pas envie de dire voilà ce qui m'a guidée, parce que justement c'est la liberté de chacun et de chacune. Mais oui, je pense que c'est le propos, c'est ce qui sert le propos. Et après, je pense qu'il y a une question de tension narrative, de rythme, de schéma. Et quand on parle justement de schéma, c'est ponctué de berceuses que tu chantes pendant le spectacle. Est-ce qu'il y a une raison de ce choix de berceuse? Est-ce que c'est un peu cette incarnation de la maternité? Alors il y a une berceuse en début et en fin. Disons que la berceuse que je chante en coréen, donc j'ai appris phonétiquement cette berceuse en coréen, un vrai défi. Mais bon, ça va, il paraît que je dis quand même ce que ça raconte, parce que voilà. C'est une berceuse que j'avais trouvée au tout début, que j'ai commencé à raconter l'épisode quand j'arrive à l'aéroport avec ma maman, ce que je me représentais. Et donc, cette berceuse, elle raconte l'histoire d'un petit lapin blanc et d'un canelier. Ils sont dans un bateau qui vogue sur la voie lactée vers la balise d'une aube lumineuse, d'une aube nouvelle. Et cette berceuse, elle dit: maintenant, mon enfant trouve un chemin. Et je trouve que ça se référait vraiment à mon histoire, en fait. Donc, j'avais envie de la garder. Et finalement,
Je l'ai gardée aussi parce qu'elle sert le spectacle. Elle parle de ce que j'ai vécu en Occident avec ma maman belge, et même de manière générale, plus qu'avec ma maman belge, mais voilà. Et puis après, elle parle aussi du fait que j'ai trouvé un chemin ici, mais en même temps, c'est en coréen, donc ça me renvoie aussi à mes origines. Donc voilà, et la berceuse au début du spectacle, c'est une berceuse tout simplement. Pour moi, c'est une maman, ça pourrait être un papa qui chante ça à l'enfant, où il dit qu'il sera toujours là pour l'enfant. Et voilà, ça parle aussi de mon spectacle. Donc l'idée, c'est vraiment toujours de servir, d'en revenir aux propos et de ce que ça dit. Et donc le but aussi du spectacle, il y a un petit volet plus éducatif, donc tu le représentes aussi auprès d'écoles secondaires. Est-ce que c'est perçu parfois différemment en fonction du public, quand ce sont les jeunes ou quand c'est un public plus mixte? Mais déjà, en fait, pour remettre en contexte, j'ai eu pas mal de résidences au Théâtre de la Parole, donc à Oderghem, au Rouge Cloître. Et donc j'avais montré une étape de travail. Et il se trouve qu'en fait, le Théâtre de la Parole est aussi subventionné en éducation permanente. Donc à savoir qu'ils produisent des outils d'éducation permanente, mais l'éducation permanente est destinée aux adultes. Et donc le spectacle est diffusé en tant que tel, donc pour pouvoir parler notamment de l'adoption, la maternité, enfin de toutes les thématiques que le spectacle peut aborder. Et donc il y a eu un film qui a été fait par rapport à ça. D'où les témoignages qui parlent vraiment de la maternité. Ici, moi, j'ai eu l'occasion de jouer effectivement en scolaire à un public donc c'était des 3e et 4e professionnels à Schaerbeek, donc dans ce qu'on appelle des écoles de discrimination positive, même si je suis peut-être pas forcément fan du terme. Mais donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment super de voir comment ces jeunes se sont quand même sentis concernés. Et alors j'ai fait 2 séances, et c'était drôle de voir comme à une séance, c'est pas les mêmes choses qui ont touché les ados. À une séance, c'était vraiment le fait d'être, comme on dit, le cul entre deux chaises. Donc, le fait, par exemple, ici, on leur dit, ouais, retourne dans ton pays. Et puis après, là-bas, c'est, ah, mais t'es un touriste. Et donc, ça posait vraiment la question du racisme. Ça a beaucoup touché 2 étudiantes en particulier. Et puis, à l'autre séance, c'était vraiment le côté adoption et maternité où ils sont revenus. Et je me souviens bien qu'en jouant, je me suis fait, mais en fait, Enfin, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que dans le spectacle, je parle de la fausse couche, je parle des règles, je parle de tout ça, et c'est des choses qui sont pas forcément faciles à aborder avec des ados. Et donc, je me dis quand même que l'art, pour ça, c'est merveilleux, quoi. Ça permet vraiment de dialoguer. Et d'ailleurs, après le spectacle, il y a un bord de scène, ils m'ont posé plein de questions, et c'était super. Après, sur la réception, je crois qu'on sait jamais ce qui attend. Il y a un public n'est pas l'autre. Il y a parfois des représentations où ça rit beaucoup. Il y en a d'autres ou pas. Mais après, j'ai des retours comme quoi ça a vraiment touché. Et donc, ça peut aussi être déroutant si quand on est sur scène de ne pas entendre rire à ce moment-là. Mais donc, c'est aussi ça qui est magique dans l'art vivant, en fait. C'est qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Et après, les retours sont différents. Et est-ce que parfois ça a ouvert de ton côté la réflexion, plutôt leurs questions, ou est-ce qu'en général c'était quand même, comme on parle d'universalité, tu t'attendais un petit peu à ce que ça allait stimuler, même si c'était sur différents sujets? Je crois que en tout cas dans ma démarche artistique, la liberté est vraiment très très importante. Et donc, peu importe ce que je fais, pour moi c'est vraiment très important de voir la liberté au public, de ressentir ce qu'il a besoin de ressentir, de prendre ou pas. Donc pendant le spectacle, pendant le processus de création, ce qui est important pour moi, c'est d'être juste
et de servir le propos. Alors après, sur les bancs d'essai, j'ai effectivement parfois été surprise de voir des endroits où ça touchait et où j'y avais pas pensé parce que tout n'est pas conscientisé forcément. Vu qu'en plus, ici, sur ce genre de spectacle, ben, je suis vraiment fort directement concernée, quoi. Euh, mais donc voilà, oui, effectivement, moi, ce qui m'étonne toujours et ce que je trouve toujours beau, c'est de voir à quel point ça touche les gens. Parce que ce qui était compliqué pour moi, c'est de me dire, bah oui, mon récit euh, intéresse les gens, touche les gens, parce que moi, mon histoire, c'est mon histoire, quoi. Je me dis, bah, qui ça va intéresser tout le monde s'en fout de ma vie, entre guillemets. Mais quand même, avec les retours que j'ai eus, ça m'a vraiment conforté dans le fait que c'est important d'en parler. Parce que, mine de rien, être adopté, c'est une identité. Euh, et on donne très peu souvent la voix aux personnes adoptées. On parle beaucoup du parcours de combattant que c'est pour adopter, mais on parle peu du ressenti. Et j'ai eu vraiment des témoignages vraiment très 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 beaux sur le bien que ça avait fait. Euh, donc voilà, c'est un beau cadeau quoi qu'on me fait. Et c'est vrai qu'il y a un point qui est soulevé, c'est que culturellement, en tout cas en Europe, il y a un peu le besoin biologique d'affiliation avec les parents. Est-ce que ça n'explique pas que chez nous, peut-être, le sujet de l'adoption est moins abordé et que c'est ça qu'il est temps maintenant un petit peu de péter la bulle, comme on dit, et d'ouvrir le discours, en fait, simplement sur le sujet? Je n'en sais rien. Je dirais que je crois qu'on est fort dans une période comme ça. On parle beaucoup des minorités, on donne beaucoup la voix aux minorités, et c'est important. Euh, Malheureusement, je crois que même dans le milieu artistique, il y a des effets de mode, et donc j'arrive à un moment où le spectacle peut prendre sa place, et ça, c'est une chance. Euh, Après, pourquoi c'est tabou, je ne sais pas. Ici, j'avais lu Une poupée en chocolat d'Amandine Guy. On m'avait parlé notamment des articles. Elle donne beaucoup d'interviews. Et puis j'ai eu le livre de Louis Bourguin qui parle vraiment des mythes autour de l'adoption. Et vraiment, elle lie ça à la décolonisation, en fait. Au fait qu'on est toujours dans ces rapports nord-sud. Et évidemment, bah, c'est un gros morceau, quoi. Donc est-ce que c'est pour ça que c'est tabou? Je ne sais pas. Je crois aussi que, effectivement, en Occident, euh, il y a cette prédominance, je ne sais pas si c'est français, si ça existe comme terme, oui, du biologique. Pendant les interviews, notamment, qu'on avait fait dans le film, il y avait une philosophe. On a fait un forum entre professionnels. Il y avait donc une philosophe. Je voudrais dire les noms, mais j'ai peur d'en oublier certains. Donc voilà, il y avait une philosophe, une anthropologue, il y avait une sage-femme, il y avait une pédopsychiatre et il y avait une psychologue qui est aussi la directrice d'un organisme d'adoption. Et ce qui était dit, c'était que voilà, le biologique, il fallait, et même, enfin, je me perds un peu là, mais c'est parce que j'ai deux filles, donc ma grande elle a 7 ans, ma petite elle a 4 ans, et ma grande elle me disait, mais alors ta vraie maman, c'est qui? Granny, c'est pas ta vraie maman. Euh, et c'est intéressant aussi d'en parler. Donc voilà, c'est une question pas facile, hein. C'est un peu brouillon d'ailleurs. Mais du pourquoi c'est tabou, c'est un peu ça la question au final, hein. Je crois qu'il y a effectivement beaucoup... parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont tabous autour de l'adoption. Après, du pourquoi, je me suis jamais posé la question. Ouais, c'est ça aussi l'intérêt, c'est d'essayer de voir peut-être pourquoi ça génère et l'intérêt enfin, voilà, de la représentation, d'un peu ouvrir la discussion là-dessus. Mais un point qui m'a fort perturbée aussi, c'est vrai que c'est comme la question, mais Granny, c'est pas ta vraie maman. En fait, est-ce qu'on ne se sent pas un petit peu adopté et différent de par le regard des autres, en fait, plus que par soi-même? Parce qu'enfant, notre mère, c'est notre mère, enfin, c'est celle qui nous éduque. Est-ce qu'on se pose vraiment la question du miroir et d'être différent, en fait? Ah, mais ça ouvre plein de choses, là, ce que tu me dis. Euh, eh bien, c'est quelque chose... En fait, ce qui est chouette, c'est que grâce à ça, moi, j'ai renoué contact
avec l'organisme d'adoption Sourire d'enfant. Donc c'est super parce que j'ai été témoigner avec 2 autres personnes adoptées et j'ai répondu aux questions de candidats adoptants. Et donc, et aussi pour le projet, j'ai rencontré pas mal de personnes adoptées. Et effectivement, il y en a plusieurs qui sont revenus là-dessus, du fait que moi, ma maman, c'était ma maman. Et en gros, enfin, ma famille, c'était ma famille. Et c'est à cause des autres, en fait, que je me suis rendu compte de ça. Moi, je ne l'ai pas forcément vécu. Je me suis jamais fait cette réflexion-là. Parce que je m'en fiche, je crois. Mais effectivement, donc c'est très juste ce que tu dis. Par rapport à la question du miroir, moi, ce que j'ai eu, c'est que le miroir, c'est toujours drôle parce qu'en fait, moi, quand je me regarde dans le miroir, je me vois blanche. Parce que ça aussi, ça m'a. Quand je lis Amandine Gay, elle disait c'est important que l'enfant adopté puisse côtoyer des personnes de sa culture, de sa couleur. Et je me rends compte que moi, dans mon entourage, en fait, proche, je ne suis entourée que de personnes blanches. Ce qui n'est pas un souci en soi, hein, mais en tout cas, ça m'a marqué, quoi. Et du coup, je crois que c'est aussi pour ça que je me vois blanche. Et d'ailleurs, ma maman, elle me disait toujours, ouais, mais c'est comme si c'était sorti de mon ventre. Et je crois aussi que ça joue. C'est pas forcément une bonne chose, hein, parce que moi, il m'a fallu quand même plus de 30 ans pour me rendre compte que j'étais enfin, qu'on me voyait comme une étrangère, en fait. Et d'ailleurs, c'est seulement maintenant que parfois, ben oui, en fait, dans la rue, quand je me promène dans le centre, c'est possible qu'on m'aborde en anglais, quoi. Et ça m'agace parce que je parle français, que voilà. Et ça pose effectivement toute la question du racisme. Alors, je pense qu'être asiatique en Belgique ou être noir en Belgique, c'est pas la même chose. Est-ce que j'ai eu de la chance? Est-ce que moi je suis peu sensible à ça? J'ai eu peu de soucis de racisme. Enfin, le côté ouais, rentre dans ton pays ou ça shintok, j'ai eu assez peu. Après, après oui, racisme ordinaire, certainement. Maintenant, on va très loin dans les considérations de ce qui est raciste ou pas. Donc voilà. Mais, euh, mais oui, et d'ailleurs, ce qui est aussi spécial, c'est que j'ai grandi dans une famille raciste, en fait. Euh, Parce que je pense que les candidats adoptants, surtout à l'époque, ne se rendaient pas compte qu'ils adoptaient un enfant qui était racisé, en fait. Enfin, ce qu'on dit racisé. Euh, et donc, mais- et donc voilà, c'est assez particulier. Un point que tu as cité, la différence entre origine et culture aussi. Et donc, on a tendance à associer une couleur à une culture et une origine, alors qu'en fait, tout ça, c'est un peu une miche-pape, c'est pas forcément lié. L'origine, c'est peut-être ce qu'il y a dans les gènes, mais la culture, c'est la manière dont on a été éduqué, c'est là où on a grandi, et c'est là où on a nos racines, au final. Oui, mais ce que tu me dis me fait penser à plusieurs choses. Déjà, je trouve ça un peu, dans le monde où on vit, ça devient de plus en plus, je trouve, dérisoire de parler, de vouloir cloisonner, quoi. Parce qu'on est tellement dans l'inter, enfin, on voyage très facilement avec l'avion, alors toutes les questions éthologiques et tout ça, ça pose d'autres questions, mais voilà, il y a tellement de mélange que, voilà. Et puis après, le deuxième point où je voulais en venir, j'ai oublié. Oui, c'est que j'ai interviewé en fait une personne qui était belge, adopté belge, donc qui était blanc, mais qui a su qu'il était adopté, et parle aussi vraiment de déracinement en fait. Euh, donc quand on parle d'origine, c'est pas forcément en fait lié à la couleur de peau, hein, ça vient aussi ça renvoie vraiment à la question d'identité et d'où on est, qui on est, d'où on vient, de quel ventre on vient. Et avec quel spermatozoïde, entre guillemets. Parce que voilà, ça m'a marqué parce que cette personne-là me parlait aussi de déracinement, alors qu'elle a la même culture, vu qu'elle est belge. Euh, Qu'est-ce qu'on dirait alors que c'est plus facile de directement annoncer qu'on est adopté et qu'on le sache, et pour éviter ce déracinement, cette chute un petit peu dans son cadre, dans la manière dont on évolue. Parce qu'il y a aussi là-dessus, forcément, plein de vécus, plein de préférences. Est-ce que c'est mieux de directement le savoir parce qu'en fait c'est lié à l'identité, ou en fait de se dire que vivons heureux, vivons sans le savoir aussi d'une certaine manière. bah non, c'est une nécessité de dire et de parler, que ce ne soit pas tabou. Après, on fait de son mieux, hein. On fait de son mieux, et s'il suffisait que l'enfant soit biologique pour que ça se passe bien, ça se saurait.
Donc voilà, après, il faut pas se leurrer, c'est une blessure, c'est un acte qui est extrêmement violent, ce déracinement. On parle beaucoup que normalement l'adoption doit être faite dans l'intérêt de l'enfant, mais quand même ça pose la question du consentement parce que soit c'est un bébé, enfin voilà, et voilà aussi comment on considère l'enfant, est-ce qu'il peut décider ou pas. Ici quand même, enfin oui, c'est une extrême violence, quoi. Quand en plus s'ajoute la culture, la langue. Moi, quand je suis arrivée, mes parents ils pensaient que j'étais sourde parce que je répondais pas quand ils m'appelaient. Mais effectivement, moi, mon prénom, ils m'ont laissé mon prénom coréen, mais ça se prononce pas de la même manière, donc je reconnaissais pas la sonorité du prénom, quoi. Euh, et après, si on part plus loin dans les lignées, oui, il y a plein de choses qui restent. C'est marqué dans le corps. Moi, j'ai un faux jumeau. Donc, j'ai été séparée bébé de mon faux jumeau, alors que quand même, on est dans le même ventre, quoi. Donc, ça veut dire que c'est hyper fusionnel. De la mère, c'est d'une violence extrême, quoi. Et donc, c'est une blessure. Moi, très naïvement, je pensais qu'un jour ça disparaîtrait, mais non, même quand on arrive à passer outre, ça laisse des cicatrices. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées, bah, il y a une blessure qui est là, ça demande une reconstruction, donc il faut en parler. Et même les parents qui ont pu laisser en parler, rester en connexion, bah, euh, ça crée des questions et des mal-être. Et, et- parce que finalement, le premier message, c'est est-ce que je suis aimable. On se pose Il y a vraiment ce message-là qui est parfois ancré. Donc, même si l'adoption, entre guillemets, se passe bien, quoi. Donc, euh, donc oui, ça pose beaucoup de questions. L'adoption, c'est bien, c'est pas bien. Enfin, c'est bien, c'est pas bien. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre et encore, quand je parle de ça, moi j'ai eu la chance d'avoir vraiment beaucoup d'infos dans mon dossier d'adoption. J'ai retrouvé ma famille. Euh, il y a eu plein de dérives parce que ça n'a pas été... ici en Belgique, ça a été légiféré à partir de 2005, quoi. De 2005. Moi, j'étais adoptée en 84 et 84, c'est les dernières adoptions en Corée du Sud. Donc, ça veut dire qu'avant, c'était des parents qui avaient adopté, qui se regroupaient en association et ils faisaient un peu du mieux qu'ils pouvaient par rapport au pays là-bas. Mais ça veut dire qu'il y a plein de dossiers d'adoption qui ont été perdus. Ça veut dire que... donc, ça, c'est en Belgique. Mais après, dans les pays qui, qui donnent à l'adoption, bah, il y a eu plein d'années. Enfin, c'est lié à un contexte économique. C'est vraiment. Il y a des financements pour tout ça. Donc oui, ça veut dire qu'il y a eu des marchés d'enfants, des enfants qui. Il y a même eu. J'ai lu des enfants qui avaient été. Enfin, des endroits où il y avait des mères qui donnaient naissance exclusivement pour ça, quoi. Des trucs abominables, en fait. Et parfois, les enfants sont enlevés. Ou alors on joue sur le fait que la personne ne comprenne pas très très bien et qu'en fait elle pense que son enfant est donné à l'adoption, qu'elle pourra le revoir après. Alors en Belgique, je pense pas que c'est comme ça, mais en France, je sais qu'une fois qu'une adoption est, j'ai oublié le terme, plénière, en tout cas, il y a vraiment une rupture, quoi. Donc, euh, donc oui, c'est comment est-ce que c'est fait? Et est-ce que, de par justement ce fait que ce soit légalisé différemment en fonction des pays, qu'en fonction des situations économiques, les enfants adoptés ont des origines différentes, c'est peut-être un discours qui peut être compris de la même manière dans différents pays, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a plus, enfin, qui est peut-être plus ouvert en Belgique de par notre multiculturalité de base, en fait, hein. On est quand même un pays où on est bien mélangé. Est-ce que tu sens qu'il y a une oreille peut-être plus ouverte chez nous pour ce genre de discours? Je n'en sais rien. J'ai pas assez cherché. Je n'ai pas. Je ne sais pas. Parce que c'est vrai qu'ici, tu disais qu'en termes d'échange, c'était beaucoup d'écoles à discrimination positive, entre guillemets, enfin, pour quand tu te représentais auprès d'écoles et de niveaux scolaires. Est-ce que c'est parce que ces écoles-là étaient plus ouvertes à ce genre de spectacle ou est-ce qu'en fait c'est simplement que c'était par les opportunités de de la SBL à compte
je ne retiens T'es con tout quoi. Voilà, t'es compte ou quoi que c'est via ces écoles-là qui étaient partenaires. C'est vraiment un hasard. Ici, en fait, je collabore depuis plusieurs années avec la Bibliothèque Sésame. Mélissande Fouvet notamment s'occupe de tout ce qui est scolaire et puis parfois c'est comme les entretiens d'embauche, hein, parfois il suffit qu'on trouve des affinités ou des et voilà, elle avait vu le spectacle, les spectacles l'a particulièrement touché pour des raisons qui lui sont personnelles et du coup j'ai eu cette opportunité et c'est ça qui est génial. Oui, donc c'est top, on peut diffuser le mot, c'est ouvert à tout type de profil et d'écoute. Comme tout spectacle normalement je pense, j'espère, je ne sais pas. Normalement, c'est censé, en tout cas, on l'espère l'être. Et donc, on parlait de toute cette question de l'adoption, du miroir, de la perception d'autrui. Est-ce que une fois qu'on a soi-même fait son travail, qu'on a un petit peu retrouvé ses origines, quand on n'a pas forcément les raisons de l'adoption, quand on n'est pas au courant dès le début et qu'on creuse un peu le sujet plus tard, quand on est peut-être plus prêt, plus mature pour le faire, est-ce que ça soulage un peu, est-ce que ça clarifie les choses et on se dit que si à l'avenir on nous pose des questions un peu dérangeantes sur le fait qu'on a l'air différent ou qu'on est adopté, on est plus droit dans ses bottes, plus confortable par rapport à ces questions-là. C'est bien que tu me poses cette question-là parce que ça me renvoie à quelque chose que je voulais dire qui était important et que j'avais oublié. En fait, il y a la question de la temporalité. À savoir que tout le monde n'a pas le besoin de forcément rechercher. On dit que souvent ça arrive à des moments charnières. Par exemple, moi, ça a été quand j'ai voulu avoir des enfants, l'adolescence, le décès d'un des parents. Ça peut être des moments charnières. Mais voilà, c'est pas une obligation. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit moi, je veux pas. Alors, je me suis questionnée, mais voilà, avec ma famille, je trouve que j'ai vraiment des bons parents. Voilà. Et c'est un droit, hein, c'est chacun. C'est très personnel. Il y a des personnes chez qui ça ne viendra jamais. Après, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Ça fait souvent peur. Donc, il faut être prêt pour cette démarche. Et parfois, ça met du temps. Parfois, il y a des choses qui ne sont pas conscientisées. Et vraiment, je crois que ça vient quand ça doit venir. Après, en fonction des réponses, il y a des gens qui se reconstruisent très bien sans forcément retrouver leur famille. C'est pas ça qui fait qu'on se sent mieux. Parce qu'on m'avait posé la question. Je crois que ce qui fait qu'on peut avancer, c'est de retrouver son agentivité. C'est-à-dire sa capacité d'action, le pouvoir d'agir. C'est retrouver son pouvoir, en fait. Et ici, moi, ce qui m'a permis de retrouver ce pouvoir, c'est de pouvoir travailler sur le spectacle. De pouvoir assumer que j'ai deux mères, de pouvoir avancer dans cette réflexion. Et en fait, ça se termine jamais, je pense. C'est toujours en mouvement. Et là encore, j'ai envie de lire plein de choses, j'ai envie d'explorer plein de thématiques, donc oui. C'est vraiment important pour moi, je pense, le fait de retrouver son pouvoir. On parlait des origines, de la culture, de l'identité, mais en fait forcément, quand on parle de tout ça, de couleur de peau, on parle aussi du prénom. Et en fait, du fait de garder ou non un prénom lié à son origine de naissance, ça génère beaucoup de discussions. Et aussi, comment toi, tu t'identifies par rapport au fait que ta maman a gardé ton prénom? Oui, c'est toujours une grande question, la question du prénom, qui revient systématiquement. Dans une des mamans qui a adopté, on lui avait dit que si on gardait le prénom d'origine, en fait, c'est quand même un autre prénom parce qu'on ne prononçait pas de la même manière. Enfin, en tout cas, c'est vrai. Ma maman, en tout cas, elle a fait le choix de me garder mon prénom coréen. Mais elle a quand même diminué parce qu'au début, c'était Kyang-eun. Et elle a juste gardé Kyang. Et donc, comme tu l'entends, ça se prononce différemment en coréen, mais je ne sais même pas si je le prononce bien. Mais ce qui se passe, c'est que souvent en Belgique, en Belgique, depuis que je suis toute petite, en gros, on me demande toujours si on prononce bien mon prénom. Mais en fait, j'en sais strictement rien parce que ma maman, elle l'a belgicisé. Elle a dit, elle la prononce Kyun. Et
et je trouve que ça reflète bien, en fait, mon souci d'identité. Ça me renvoie bien à qui je suis. Euh, et donc voilà, quand on m'appelle Kyun ou Kyung, ça me va. Voilà, et donc je ne sais toujours pas répondre à la question de... Un jour, je trancherai peut-être. Mais aussi, j'avais une autre anecdote. C'est que enfin, après mon deuxième... ouais, mon deuxième voyage ou mon premier voyage, je ne sais plus, bref. En tout cas, mon mari qui m'avait accompagné m'avait dit, oui, mais ce qui est important, enfin, ce qui est cool, c'est que tu puisses parler un peu la langue pour discuter avec tes parents et tout ça. Et effectivement, ce serait bien. Et donc, allez, dans Ex-Exel, je me suis inscrite à Mariaps. Déjà, je suis arrivée en retard. Je m'attendais à trouver 3 personnes dans la classe. Bah non, c'était complet. Il y avait une vingtaine de personnes qui étaient là. Et donc, la prof va me chercher un siège. Donc, je m'installe. Après, elle commence et, surprise, elle parle anglais. Mais j'ai pas le niveau pour suivre un cours en anglais. Donc, après, déjà, elle demande tiens, pourquoi est-ce que vous faites un tour de table, quoi? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Puis tout le monde est là, ouais, moi j'adore la K-pop, moi j'adore les dramas, moi j'adore la culture coréenne, et moi je m'en fiche, j'aime pas. La première année, la première fois, la nourriture coréenne, j'aimais pas, je trouvais ça pas bon. Et puis on arrive à moi, et puis elle voit mon prénom, je prononce prénom, et elle voit pas qu'elle me corrige, quoi. Parce que, et donc elle a vu que je buguais, et donc elle a été intelligente, enfin elle a été fine, elle a lâché prise. Et donc voilà, je me suis retrouvée à expliquer que j'étais adoptée, et donc voilà. Mais c'était très bizarre comme moment. C'est vrai que c'est un chouette échange en fait où on se prend cette signification du prénom. Bon, en plus, effectivement, Kyung a une signification. Ça veut dire événement heureux. Mais donc dans mon boulot de comptoir, je sais que j'avais participé à des ateliers de collectage et une formation. Et notamment, un des brise-glaces, j'ai dire, pour pouvoir un petit peu, c'était de pouvoir parler de son prénom. Et on remarque que chacun a son rapport à son prénom, en fait. Et donc, c'est hyper important, le prénom, parce que ça nous définit. Et d'ailleurs, ça me perturbe. Par exemple, ma grand-mère maternelle, elle a changé son prénom, quoi. Elle s'appelait Mathilde et elle a décidé qu'elle s'appelait Francine. Mais je trouve que ça nous change, quoi. Elle a recréé son identité en fait. Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, ça me pose toujours question. Et c'est vrai que tu parlais aussi de est-ce qu'on est aimable en fait en tant qu'enfant quand on se pose la question de l'adoption. Est-ce que ça crée pas aussi cette inquiétude du côté maternel, parce que c'est un sujet qui est abordé aussi du je reste ta mère, enfin j'ai peur de te perdre en fait entre guillemets, d'être moins aimable parce qu'elle n'est pas la maman biologique. Pour ça, il faudrait poser la question à des mamans adoptantes. Moi, je peux parler de mon vécu et de ma maman. Euh, Ma maman, c'est elle m'a beaucoup touchée en tant que maman parce qu'elle avait cette fragilité elle avait vraiment pas confiance en elle. Euh, Ma maman, en fait, elle m'a fait cet immense cadeau euh, de, de, de ne pas me faire sentir que je dois lui être redevable, en fait. C'est malheureusement une dérive qui arrive souvent, à savoir que il y a des enfants adoptés, et encore, c'est pas le pire des cas, mais à qui on dit, ouais, sans moi, tu serais pas là, t'as de la chance que je t'ai adopté. Il y a ce mythe-là, en fait, du blanc, du parent sauveur, quoi, alors qu'on sait pas. Et moi, pas. Ma maman, en fait, je l'ai faite mère, parce qu'elle pouvait pas avoir d'enfant, en fait. Je l'ai faite mère, et donc moi, j'ai jamais eu ça. Après, comme elle pouvait pas avoir d'enfant et parce qu'elle n'avait pas confiance en elle, c'est quelqu'un qui était très fragile. Moi, je me souviens qu'un jour, je lui ai dit, mais tu sais, maman, je t'aime, hein. Et elle a pleuré. Euh, donc oui, bien sûr. Et quand je lui ai dit que je voulais partir en Corée, elle avait peur, quoi. Et à un moment, elle m'a dit, mais tu vas revenir. Et, et donc là, je l'ai rassurée. Mais donc oui, bien sûr. Je pense que dans le cas de ma maman, il y a une fragilité de base qui fait que oui, il y a cette croyance. Est-ce que c'est le cas de toutes les personnes qui adoptent? Euh, je ne pense pas.
C'est ça qui est assez sympathique dans le spectacle, c'est qu'on passe par toutes ces émotions, un petit peu dans le vécu de douceur, de tendresse, mais aussi, comme tu disais, un peu de violence due à ce moment. Enfin voilà, les choses ne sont pas toujours faciles, en fait, dans la manière dont on les vit et dont on les raconte. Et il n'y a pas forcément... Enfin, j'ai pas l'impression que tu essayes de mettre trop de filtres ou d'enrober les choses quand tu le racontes. Est-ce que c'était justement une volonté de dire les choses telles que tu les as vécues et pas forcément de trop les enrober pour le but du spectacle? Non, je parlais de justesse. Pour moi, le but, c'est d'être juste. Après, je n'étais pas dans la colère parce que souvent, c'est ça qui... Moi, je me souviens de mon beau-père. J'avais dit que j'en voulais absolument pas à ma mère de m'avoir... j'ai pas envie d'utiliser le terme abandonné, mais pour moi, c'est une séparation, bref. Et il m'avait pas cru. Mais pourtant, c'est vrai, je ne suis pas dans la colère parce que je pense qu'il faut avoir beaucoup de courage pour se séparer de son enfant. Comme ça, c'est un acte quand même. Il a grandi, ou alors il faut être très démuni parce qu'on l'a porté, on a accouché. Euh, voilà, il y a quelque chose de pas facile, quoi. Maintenant, moi qui suis maman. Euh, et- mais donc voilà, j'avais pas envie de juger ses mères, tant la mienne que. Parce qu'elle a fait beaucoup de. Tout ce qu'il fallait pas, quoi. Elle m'a menti, elle m'a dit qu'elle n'avait pas de dossier d'adoption, elle m'en a absolument pas parlé, elle a fait comme si j'étais blanche, que j'étais belge, donc voilà, mais elle a fait de son mieux. Euh, et donc voilà, j'avais pas envie de juger, mais j'avais envie de dire les choses telles qu'elles sont. Après, comme je disais encore, libre aux gens de voir ça comme ils le veulent. Mais moi, en tout cas, dans le spectacle, c'était important pour moi de ne pas juger les personnages du spectacle. Et donc, tu abordais aussi le sujet de la transmission. Comment est-ce qu'on transmet en fait tout ce bagage, toute cette histoire à ses propres enfants quand soi-même on a été adopté? Comment, j'ai pas de recette toute faite. En tout cas, chez nous, on a pris le parti d'avoir une parole de vérité. Donc, c'est absolument pas tabou. Euh, et donc, on en parle. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, moi, j'ai rencontré ma famille. J'ai eu cette chance-là. On a correspondu, puis j'ai été sur place les rencontrer. Et j'ai eu la chance aussi que ça s'est bien passé. Mais quand j'y suis allée, en fait, j'étais déjà maman. J'avais ma première fille de 20 mois à l'époque. Et donc, elle a rencontré aussi ma famille. Là-bas, j'ai mes parents, j'ai 3 sœurs aînées, j'ai un frère jumeau, et j'ai aussi 2 neveux, des nièces. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'évidemment, pour moi, c'était très chargé en émotions, et puis il y a la barrière de la langue. Et c'est génial parce qu'elle elle faisait un peu... elle faisait diversion comme ça, elle faisait catalyseur, elle faisait vraiment un lien en fait entre notamment ma mère et moi. Parce que ma mère elle culpabilisait de dingue. Et donc à chaque fois, et voilà, c'était un petit peu à chaque fois, ah, je vous la donne. Oui, enfin voilà, ils ont joué un peu ensemble, c'était très 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 gai. Donc c'est important au niveau des générations. Et c'est vrai que bah, moi j'ai deux lignées en fait en Belgique et en Corée du Sud. Et oui, ça veut dire que ma fille aussi, et même génétiquement, hein, ça se marque, c'est idiot, mais par exemple, moi, enfin, j'ai 2 exemples. Par exemple, quand il y a un match de foot, Belgique-Corée du Sud, je ne peux pas dire que je suis pour l'un ou je suis pour l'autre, parce que, enfin, voilà, je me sens appartenir aux deux. Et l'autre truc, c'est que là, je parle aussi de lignée, de ce qui se transmet, et de tout ce qui est de l'ordre de l'invisible. Moi, je vais en Corée et je mange là-bas pendant 3 semaines. Ben, je me sens mieux physiquement parce que la nourriture est plus adaptée à moi. Je pense qu'effectivement, au niveau de mes cellules, tous mes ancêtres, ils ont vécu là-bas, quoi. Donc ouais. Sur la question de la transmission vraiment à mes filles, je parle juste de mon aînée parce que l'autre, elle est vraiment plus petite. Euh, je sais pas ce qu'elle aura envie de faire. En tout cas, on en parle. Et ce qui était mignon, c'est qu'en troisième maternelle, l'institutrice avait proposé qu'ils puissent parler, faire un petit panneau et parler d'un sujet. Euh, ce qu'ils avaient envie. Mais le but, c'est vraiment qu'ils parlent devant la classe. Et en discutant avec elle, bah, elle en est arrivée à vouloir parler de la Corée du Sud. Donc c'est un peu grâce à elle
que moi j'ai réussi à apprendre à dire bonjour, au revoir, merci, parce que le voyage, même les 2 voyages, je n'arrivais pas à le dire, quoi. Donc c'est un peu grâce à elle, et ça, je trouve ça absolument génial. Euh, donc voilà. Après, peut-être qu'elle aura envie de partir, mais c'est aussi quand on parlait du miroir. C'est rigolo parce qu'il n'y a pas longtemps, elle m'a dit ouais, mais Maëlle et moi, en fait, on n'est pas comme les autres enfants. Et donc, on la questionne un peu. Elle fait bah ouais, tu vois, les yeux en amande et tout ça. Et donc, on l'a un peu questionné. Ah bah tiens, mais qu'est-ce que ça te fait et tout. Elle fait oh, bah, je sais pas. Mais donc, voilà, c'est vraiment important d'en parler. Après, pour moi, c'est aussi compliqué parce que, comme je le disais, enfin, en tout cas, je me vois blanche quand je me regarde dans le miroir. Et donc, quand je vois mes filles, moi, je les vois pas forcément hyper typées, quoi. Je les vois pas forcément. Ouais, je les vois pas. Et donc, c'est compliqué, quoi. Et je questionnais aussi mon mari par rapport à ça. Tiens, mais ça te fait pas bizarre à toi que. Parce que, évidemment, enfin, en plus, il y a le côté exotique qui est une forme un peu de racisme, mais bon, ça, on va passer ce débat-là. Euh, des enfants eurasiens qui sont trop mignons. Et ça se fait pas. Je me demande si c'est pas bizarre s'il arrivait à se reconnaître dans les traits. Parce que souvent, on voit surtout ce côté-là, le côté un peu bridé. Et pour lui, non, ça lui faisait pas. Enfin voilà, c'était ses enfants, quoi, point. Mais donc voilà. On verra comment ça se transmet. C'est une question. En tout cas, ça me questionne beaucoup. C'est quelque chose, je pense, voilà, qui est ressenti et qui est apprécié. Et en parlant voilà, du spectacle, tu as des prochaines dates de représentation. Si on veut te suivre, en savoir plus, comment est-ce qu'on peut faire? J'ai un site internet, donc www.cunwillput.be, où j'ai toutes mes dates. Et je suis très heureuse parce que j'ai encore des représentations de Entre-deux-Mers. Donc notamment, je joue à Chigny le samedi 10 juillet à 14h. Chigny qui est quand même un gros festival de contes. D'ailleurs, il y a une super programmation que j'invite à aller voir. Mais si je ne me trompe pas, la date sera déjà passée quand le podcast sortira. Donc j'ai une date normalement à Braine, là, en octobre, qui serait prévue, mais c'est sous réserve, ça doit être confirmé. Une date à Cours-Saint-Étienne en octobre, une date en novembre pour le CAFEM. Et alors, je sais qu'il y aura plusieurs projets en mars du côté de Scarbeck et près de Templou. Et une date normalement au Riche-Clair, mais ça, ce sera plus loin en 2024. Donc voilà. Beaucoup de dates de prévues pour le moment. Bah, quelques-unes quand même, et j'espère bien que ça ne va pas s'arrêter là, parce que voilà, il y a des choses à dire. Et on parlait effectivement de la facette aussi éducation permanente. Comment ça fonctionne si voilà, des organismes sont intéressés par cette facette-là? Je les invite à contacter le Théâtre de la Parole. Voilà, tout simplement. Et de voir s'il y a moyen de construire un projet ensemble. Je trouve que ce serait le plus chouette. Après, le film est disponible sur le site internet du Théâtre de la Parole. Mais... Impec. Merci en tout cas pour toutes, voilà, toutes les questions, toutes les réponses et non-réponses aussi. Et c'était ça l'intérêt, c'était d'ouvrir les portes sur beaucoup de questions pour que voilà, les gens puissent se poser eux-mêmes la question. Merci pour l'échange. Merci beaucoup pour l'invitation. L'adoption, un thème lourd en signification et en interprétation, qui nous a forcément ouvert à nous aussi de nombreuses questions. Est-ce que le culturel, au fait, à quel point est-ce que ça influence notre notion de la maternité et sa dépendance par rapport à la biologie? Et qu'est-ce que ça veut dire au fond d'être mère? Je veux dire, ça finit et ça commence d'où la maternité, le lien entre mère et enfant? Et puis, on parle d'universalité, mais est-ce qu'on peut universaliser un vécu personnel? Est-ce que les liens d'une famille, ça peut se créer, ou est-ce que la naissance donne un droit inaliénable à ce lien?
Et puis son identité et son appartenance culturelle, c'est lié au reflet qu'on voit dans le miroir? C'est vrai que ça doit être difficile de construire un futur sans passé quand on n'a pas certains morceaux, quand on nous manque de parties, mais je me demande quels sont les enjeux de ce type de futur-là, d'un futur qu'on pourrait définir sans passé. Et puis quand on parle de sujets au final aussi identitaires et personnels, est-ce qu'on a notre mot à dire en fait et une opinion à donner nous, en tant qu'autrui? On vous laisse y penser sur les notes de Ludwig Dan.